Donc bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui donc pour une présentation de la société du groupe Poujoula. Donc je vais laisser Stéphanie Tassin vous présenter ses dirigeants qui prendront la parole donc, sur les résultats 2019, 2020 et perspectives. J'en profite donc pour les personnes qui n'ont jamais fait de webconférence pour vous dire que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via le chat en bas à droite en sélectionnant soit Stéphanie Tassin, soit Service Webconférence. Nous les transmettrons à la fin de la présentation. Donc bienvenue à tous, merci et je laisse la parole à Stéphanie. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc Stéphanie Tassin, je m'occupe du Corporate Access chez Ports-en-Par. Nous remercions donc Frédéric Coirier, le PDG du groupe, et Damien Maton, le secrétaire général, de nous présenter le groupe Poujoula aujourd'hui. Poujoula, c'est une entreprise familiale dont le siège est à Niort. Son code Reuters, c'est POUJ.PA. La valeur est éligible au PEA-PME et est cotée sur Euronext Growth. Voilà, je passe la parole aux dirigeants. Merci. Oui, merci en tout cas pour cette organisation. Donc Frédéric Coirier, donc je suis effectivement président du groupe Poujoula. Je préside également co-préside le METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Donc Poujoula est un des représentants. Voilà, je vais laisser Damien se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Damien Maton, secrétaire général du groupe Poujoula. J'ai auparavant été délégué général du syndicat des énergies renouvelables et j'ai également dirigé la fédération du négoce agricole avant de rejoindre Poujoula il y a 2 ans. Et je suis membre du conseil d'administration de mon ancienne maison, puisque je suis membre du conseil d'administration du syndicat des énergies renouvelables, en charge des problématiques d'énergie renouvelable et de bâtiments. Voilà, donc on va attaquer la présentation. Je vous laisse peut-être passer la slide suivante, Damien. Donc effectivement, comme on vous l'a expliqué, le groupe Poujoula donc est une ETI capitaux familiaux majoritaire, 10% à peu près, le solde de 30% étant aujourd'hui coté. C'est une entreprise qui a été créée par M. Poujoula dans les années 50. Mon père, en fait, l'a reprise en 1975. Et moi, j'en assure la direction depuis maintenant 2002. Donc ça fait à peu près 18 ans. C'est un groupe qui a beaucoup évolué. Son activité de base, c'était la tôlerie fine en sous-traitance. Donc on fabriquait des pièces pour le compte de plans industriels qui nous faisaient fabriquer sur plan. Le produit a évolué chez l'entreprise dans les années 70 avec le lancement d'un produit qui était très innovant à l'époque, qui était le conduit de cheminée métallique. Rappelons qu'à l'époque, le conduit de cheminée, c'était d'abord du béton, de la brique, un produit de maçonnerie qui a beaucoup évolué parce que les appareils et les équipements de chauffage ont évolué également pour des questions de performance, d'étanchéité, de sécurité. Le métal a apporté une vraie innovation sur ce marché, de rupture, et ça a permis à Poujoula à l'époque de passer d'une activité de sous-traitance à une activité de produit en propre, et de se développer sur un marché nouveau dans un contexte où il fallait construire vite, de plus en plus modulaire. Dans les années 70-80, il fallait construire énormément de maisons individuelles à l'époque, et donc les constructeurs ont trouvé avec les produits Poujoula une réponse adaptée. Donc c'est vrai que ce conduit s'est au fur et à mesure imposé pour devenir aujourd'hui la solution technique retenue en neuf et en rénovation par les constructeurs et installateurs. Voilà. La deuxième activité qui s'est intégrée dans notre groupe, c'est la cheminée industrielle, début des années 2000. Donc là, on est passé sur des applications plutôt forte puissance, où on produit de la chaleur, de la vapeur, de l'électricité. On parle de mégawatts, quand le conduit de cheminée Poujoula, lui, c'est plutôt des kilowatts. Donc on est sur des grosses applications, avec une transformation de ce marché de plus en plus vers l'environnement, le traitement des déchets, l'efficacité énergétique. Et le dernier secteur qui, lui, est beaucoup plus jeune, qui a une dizaine d'années, c'est les biocombustibles haute qualité. Donc là, on parle de bois énergie, granulés de bois, bois bûche, briquettes, bois d'allumage. Donc ce sont des combustibles de très haute qualité, prêts à l'emploi, industrialisés, qui s'imposent aujourd'hui sur un marché qui est en pleine mutation. Et nous sommes effectivement leaders. Donc c'est une transformation très récente, une dizaine d'années, mais qui représente d'ores et déjà, et on peut le voir sur le slide suivant,
une part significative du groupe, on est déjà pratiquement un tiers. Donc le groupe se compose de 3 branches. La branche conduite cheminée qui représente 56% de l'activité. Donc là, on s'adresse à une clientèle finale qui est plutôt des particuliers via des professionnels, installateurs, entreprises générales, cheministes, entreprises de génie climatique qui vont poser nos produits et ces produits vont être distribués via une distribution soit spécialisée, ça peut être les négoces métallurgiques, négoces chauffage, ou via la grande distribution de bricolage, comme Laurent Merlin, et puis maintenant Mano Mano, via le digital, c'est-à-dire une distribution qui est plutôt B2B2C, c'est-à-dire que le consommateur va acheter les produits, peut parfois les mettre en œuvre, mais la plupart du temps, quand les gens achètent nos produits Laurent Merlin, ils les font poser par des professionnels. Voilà, donc une activité qui est plutôt rénovation, on fait plutôt 80% de notre activité en rénovation dans le conduit de cheminée et on fait encore 20% dans le neuf. Il y a 10 ans, c'était l'inverse. Donc c'est un marché qui est passé vraiment de plutôt construction neuve vers rénovation et qui va évidemment avec l'évolution du marché, on en parlera plus tard, va être de plus en plus dans la rénovation puisque c'est là qu'on va faire les vraies économies d'énergie et c'est là qu'on fera la transformation environnementale au niveau du bâtiment. La deuxième activité, donc le cheminée industriel, représente 12% du groupe. Elle s'est faite par acquisition. Donc les 4 sociétés qui composent cette branche ont été acquises par le groupe Pujula. En France, il y en a 2 et au Danemark, il y en a 2 également. Donc ces 4 sociétés, nous en avons 2 qui fabriquent des ouvrages neufs ou des produits pour la rénovation. Ce sont des outils qui sont plutôt dans la chaudronnerie. Donc nous faisons de l'expertise, de la conception, de la fabrication, de la pose. Et les 2 petites structures que nous avons en France et au Danemark font de la rénovation, de la maintenance et de l'expertise. Donc nous sommes un peu full service dans cette activité cheminée industrielle, ce qui n'est pas le cas de la partie conduite cheminée où nous vendons des produits qui sont achetés, posés par des professionnels. Voilà, donc cette branche-là représente 12% de l'activité. Et puis la branche combustible bois, elle représente un tiers de notre activité avec une activité où nous achetons des produits, notamment dans les granulés, nous achetons les granulés à des scieurs avec lesquels nous collaborons en exclusivité. Nous vendons leur production, eux se concentrent sur la partie production, mais nous avons aussi nos propres outils de production pour tout ce qui est bois-bûche, allumage, briquettes. Donc nous fabriquons aujourd'hui à peu près 40% de ce que nous vendons. C'est une partie qui grandit. Donc nous sommes de plus en plus industriels dans cette partie-là, de manière à maîtriser évidemment une partie de notre activité, mais aussi développer tous les produits qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui auprès des industriels du marché, et notamment le bois-bûche sur lequel nous faisons de très gros investissements, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, je vais laisser ensuite, alors oui, excusez-moi, je vais finir par la carte d'implantation. Donc aujourd'hui, nous exportons à peu près 20% des ventes du groupe. Alors c'est particulièrement fort sur la partie conduite cheminée, cheminée industrielle, où là nous exportons entre 30 voire 60% pour la partie industrielle de nos ouvrages. La partie bois est aujourd'hui principalement, enfin pratiquement à 99% franco-française. Donc, puisque évidemment ce sont des produits qui voyagent très peu et qui viendront, bien sûr demain on vendra ces produits sur l'export, mais aujourd'hui cette branche-là vend essentiellement en France. Voilà, donc 8 implantations hors France, une vingtaine de filiales. Nous avons la spécificité par rapport à nos concurrents, il faut le dire, sont plutôt des TPE-PME, donc c'est plutôt des petites entreprises, plutôt locales, régionales. C'est ce qui compose l'essentiel de notre concurrence, quels que soient nos métiers. Nous sommes un acteur assez unique. D'abord, nous sommes le seul à avoir toutes ces activités réunies, notamment combustibles par rapport à nos collègues, mais nous sommes aussi parmi les seuls à avoir cette implantation européenne qui nous permet de travailler à grande échelle, quand notre concurrence est aujourd'hui plutôt locale, régionale, donc avec des moyens de recherche et développement, de formation plutôt réduits. Donc, comme je vous l'indique ici, nous avons au sein du groupe un centre de recherche accrédité, ce qui est unique en Europe, un centre de recherche reconnu pour la qualité de ses essais et de manière officielle. Donc ce centre de recherche travaille sur tous les sujets qui intéressent le groupe Pujula, mais nous avons aussi un centre de formation que nous avons contribué à créer, qui s'appelle l'AGESIC. Nous avons déjà formé plus de 10 000 stagiaires
en une dizaine d'années, et actuellement nous en formons entre 1500 et 2000, donc c'est en pleine croissance. Donc c'est vrai que c'est une vraie spécificité, une vraie force pour nous. Et puis au-delà d'être un industriel, nous sommes surtout aussi un logisticien. Et ça c'est un point très important aujourd'hui avec le développement de l'e-commerce. Nous sommes capables aujourd'hui de traiter de façon, via nos centres de logistique qui sont situés partout en Europe, nous sommes capables de préparer des commandes et de les livrer quasiment à domicile chez le consommateur. Nous le faisons d'ailleurs pour un certain nombre de clients distributeurs qui aujourd'hui ne stockent plus certains de nos produits, mais qui passent les commandes et nous livrons directement le consommateur à domicile. Donc c'est vrai que l'évolution digitale globalement des marchés n'est pas un problème pour nous, au contraire nous l'avons plutôt anticipé déjà sur la partie logistique. Voilà, je vais laisser la parole à Damien pour ce qui est des faits marquants. Oui, alors effectivement, on vous propose dans le cadre de cette présentation de décortiquer un peu la présentation autour de chapitres, les chapitres suivants. Donc tout d'abord des faits marquants et des chiffres clés de l'exercice écoulé. Donc vous savez, on clôture au 31 mars, donc on fera un point sur les chiffres clés et les faits marquants de l'exercice passé. On fera un point sur la crise Covid, évidemment. Les actions qu'on met en place au cours de cet exercice pour donner notamment de la visibilité aux marques du groupe. Quelques perspectives de court terme 2020-2021, des analyses et prospectives de moyen terme, notamment d'évolution de marché, et puis un focus sur la déclaration de performance extra-financière qui est une démarche importante, réglementaire et qui structure finalement notre SE. Alors concernant les faits marquants, bon évidemment l'année 2019 s'était achevée avec des indicateurs plutôt verts pour l'économie française. Le contexte économique était favorable. Mais notre exercice étant à cheval sur les années civiles, on a une fin d'exercice 2019-2020 qui a évidemment été marquée par la crise sanitaire, affectant évidemment nos branches métal, donc conduite de cheminées et cheminées industrielles. Néanmoins, et vous le verrez, les résultats, donc 1er avril 2019, 31 mars 2020, ont montré des résultats donc en progrès dans toutes les branches d'activité du groupe. Au-delà de la crise conjoncturelle Covid, on est de toute façon dans une mutation assez profonde dans le secteur de l'énergie, que ce soit en Europe et en France, puisque la transition énergétique est un objectif qui est partagé par les pouvoirs publics à la fois à l'échelle du continent ou à l'échelle nationale, avec notamment le Green Deal au niveau européen et puis tous les textes réglementaires français qui visent à transformer notre bouquet énergétique, que ce soit sur le mix électrique ou sur le mix chaleur et le mix transport. Donc, comme je le disais à l'instant, donc vous le verrez, le chiffre d'affaires du groupe a progressé et sa rentabilité également au cours de l'exercice passé. Et le groupe a continué à investir massivement, notamment dans la branche bois énergie, mais pas uniquement, avec la mise en service récente d'une nouvelle unité de production en Haute-Saône, mais on y reviendra. Alors, les résultats que nous allons vous présenter et qui se sont fortement améliorés sont aussi le fruit d'actions qui ont été mises en place depuis plusieurs mois. Nous avons renforcé nos capacités de négociation au niveau des achats et nous avons obtenu des gains significatifs sur cet aspect-là. Évidemment, la modernisation du parc de machines liée aux investissements dans toutes les branches a permis l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits. Frédéric Coirier en a touché quelques mots, mais effectivement nous sommes au-delà du volet industriel, un logisticien, et nous avons également travaillé sur les coûts des prestataires de services au niveau du transport, et donc fait des gains substantiels sur ce volet-là.
Frédéric Coirier l'indiquait également, donc effectivement nous avons une structure de R&D, un laboratoire accrédité COFRAC au sein du groupe, et nous intensifions les efforts de R&D. Donc sur l'exercice passé, nous avons intensifié ces efforts de l'ordre de 30%, évidemment pour continuer à proposer au marché des produits innovants et évidemment une performance accrue, notamment en matière d'efficacité énergétique, qui est un objectif important au regard justement de la transition énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons intensifié nos actions commerciales, notamment à l'international, et vous le verrez, nous continuons de bénéficier d'une structure financière solide. Je vais repasser la parole à Frédéric pour les chiffres clés. Merci Damien. Alors, pour ce qui est en résumé, hein, donc globalement l'activité 2019-2020, donc fin mars, 31 mars 2020, donc chiffre d'affaires évolution de l'ordre de 4,5%, on voit que l'EBITDA progresse de 30%, le résultat net évidemment passe de très peu, 0,5 millions d'euros à 2,4 millions d'euros, ce qui reste, c'est satisfaisant on va dire en termes d'évolution, ça reste comme une rentabilité modeste, et évidemment ça va évoluer fortement dans les années qui viennent. Mais on mesure surtout l'évolution et l'amélioration de la performance financière, notamment à la capacité d'autofinancement qui a pratiquement doublé. Voilà, donc avec effectivement un ratio dette long terme sur fonds propres qui évolue, lié à la très forte année d'investissement que nous avons réalisée l'année dernière. Alors vous avez une évolution réglementaire, je ne vais pas rentrer dans le détail des normes IFRS, mais globalement, à comparable par rapport à l'année précédente, notre ratio dette long terme sur fonds propres passe de 40 à peu près 55%. Les 60% sont liés à une évolution comptable. On va passer à la slide suivante. Je vais vous décrire rapidement les évolutions par branche, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on constate sur la partie conduite cheminée rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le travail important qui a été fait en termes d'efficacité, de productivité, d'achat. Dans l'ensemble, on voit que 2019-2020 revient notamment au niveau de la capacité d'autofinancement sur les chiffres d'il y a 5 ans. Donc on retrouve globalement de bien meilleurs chiffres que sur les 3 dernières années, en rappelant quand même que effectivement la crise du Covid qui a amputé les 15 derniers jours d'exercice sur la branche nous a coûté plus d'1 million d'euros de résultats. Sur la partie cheminée industrielle, donc slide suivant, là, on voit qu'effectivement, c'est une branche qui a beaucoup souffert sur les 3 dernières années, pour plusieurs raisons. D'abord, une baisse de certains investissements industriels, le fait que l'énergie était globalement peu chère, donc a poussé finalement les opérateurs énergétiques à peu investir. Nous sommes actuellement dans une transformation sur cette branche, notamment en intégrant de plus en plus d'équipements liés à l'efficacité énergétique. Donc, c'est des investissements que nous opérons depuis, on va dire, 2 années. Nous avons aussi fait des erreurs, il faut le dire, sur cette branche, notamment en termes de qualité. On a plusieurs, sur les 2 dernières années, projets sur lesquels nous avons dû réintervenir, faire des modifications, ce qui a coûté, je dirais, de l'argent. Bon, c'est des choses qui aujourd'hui sont corrigées, notamment dans le cadre de l'organisation qualité. Bon, ce qu'on constate également, encore une fois, c'est que malgré les résultats qui sont malheureusement pas très bons sur 2019-2020, on a une amélioration de la capacité d'autofinancement, ce qui veut dire que cette branche-là ne brûle plus de cash, en tout cas sur le dernier exercice. Les choses devraient s'améliorer sur les années qui viennent avec la mutation que nous opérons sur l'efficacité énergétique. Enfin, sur la branche bois-énergie, là c'est un secteur qui a mobilisé, et ça se voit dans nos résultats, énormément d'investissements sur les 6 dernières années, notamment les années 13-14, 14-15, 15-16, où vous voyez le résultat net était très impacté. Nous avons passé le seuil de rentabilité il y a 2 ans, et là nous sommes en phase d'accélération. C'est-à-dire que le gros investissement est derrière nous. Nous avons investi plus de 40 millions d'euros dans cette branche depuis 7 ans. C'est un investissement extrêmement lourd, avec une activité qui était faible au départ, qu'évidemment nous avons, pendant les premières années, eu beaucoup de coûts à supporter, mais ça y est, je dirais, le seuil de rentabilité a été passé depuis 2 ans, nous accélérons et ça va être effectivement pour le groupe un fer de lance en termes de profitabilité qui devrait s'améliorer mécaniquement dans la lignée de ce que vous voyez là, donc année après année,
nous allons confirmer l'amélioration des performances avec, d'ici quelques années, une très forte contribution pour le groupe. Donc en résumé, sur les 5 dernières années, vous voyez l'évolution du chiffre d'activité, enfin du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 4-5% par an, donc régulière. Slide suivant. En termes d'EBITDA, on voit que il y avait effectivement une dégradation qui s'était opérée sur 2016 à 2018. Nous avons retrouvé 8,1%, c'est-à-dire le chiffre d'il y a 5 ans. Donc on est en phase d'amélioration et de renforcement pour les années à venir. Alors nous allons revenir maintenant sur l'aspect crise Covid, parce que je pense que c'est un point très important, notamment pour parler de l'exercice en cours et des perspectives. Je vais laisser la parole à Damien pour l'amorce, et puis je reprendrai la parole un petit peu plus tard. Oui, alors évidemment, le début d'exercice a été fortement impacté par le confinement printanier, parce qu'encore une fois, nous ouvrons l'exercice au 1er avril de l'année. Donc effectivement, vous pouvez voir ici que le mois d'avril 2020 a fortement été impacté, que ce soit au niveau de Poujoula SA ou au niveau du chiffre d'affaires consolidé groupe. Bon, les entreprises du groupe se sont organisées pour faire face évidemment à ce contexte. Nous avons eu recours au chômage partiel sur le premier trimestre et avons obtenu un prêt garanti par l'État. Alors sur cette période de confinement printanier, l'export s'est néanmoins bien tenu parce que l'activité était, j'ai envie de dire, malheureusement plus forte chez nos voisins européens qu'en France. Quant à l'activité bois énergie, elle était relativement stable. L'impact principal du confinement printanier ayant été le léger retard qu'a dû subir le chantier de Bois Factory 70, qui est notre toute dernière usine, dont vous verrez une photo tout à l'heure. C'est le principal impact sur la partie bois énergie. Néanmoins, depuis le mois de juin et le déconfinement, le groupe a connu un rattrapage notable, puisque vous allez voir sur la slide suivante, à la publication des chiffres semestriels, donc au 30 septembre, le groupe, en termes de chiffre d'affaires consolidé, n'accuse plus qu'un retard d'environ 6%, par rapport évidemment à un démarrage avril-mai qui était beaucoup plus impacté. Une quasi-stabilité sur la branche bois énergie, une légère croissance sur la branche cheminée industrielle qui est liée à un carnet de commandes pré-confinement qui était satisfaisant, et un impact plus fort sur la branche conduite cheminée donc en cumul à la fin du premier semestre. Peut-être avant de passer à la slide suivante, vous pouvez rester sur la slide actuelle, Damien. Bon, par rapport à l'activité depuis fin septembre, ce qu'on peut dire, c'est que à ce stade, l'effet du confinement sur le mois de novembre n'a pas changé grandement les choses. Donc, nous n'avons pas mesuré à court terme de dégradation majeure. Bien entendu, un certain nombre de magasins étaient fermés, donc peut-être que des choses se verront un peu plus tard, mais dans l'ensemble, en termes d'activité, il n'y a pas eu de dégradation, contrairement à certains secteurs d'activité, comme l'automobile, évidemment, qui en mois de novembre ont vu leur vente baisser de 30%. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas de modification fondamentale sur notre activité. Nous avons, donc on peut passer à la slide suivante, on a quand même continué à investir fortement sur la période. Alors bien entendu, l'ensemble des charges a été mis sous maîtrise. Nous avons mis en place toutes les mesures sur la période afin de maîtriser nos coûts et de diminuer l'impact de ce phénomène. Cependant, nous avons conservé un certain nombre d'investissements importants, d'abord commercial, parce qu'il faut être extrêmement présent dans la période. Vous savez que ce qu'on a mesuré, c'est que sur le printemps et jusqu'à aujourd'hui, la forte croissance de l'e-commerce a été, bien sûr, ça a été très très spectaculaire, parce qu'on parle d'évolution de 30, 40, 50%, voire des doublements dans certains métiers. Nous l'avons vu d'ailleurs, pour des métiers comme le combustible, par exemple. Nos ventes ont doublé pendant le confinement
et continue à progresser très très fortement. Donc il y a des changements, des évolutions de comportement de consommateurs. Et puis ce qui était surtout important, c'était de garder le contact avec les consommateurs, garder l'envie, je dirais, de l'investissement. Donc nous avons fait un certain nombre de choix. Nous avons arrêté un certain nombre d'opérations. On a fait très peu de salons, par exemple, ce qui est évidemment a été rendu impossible par la suite, mais nous avons concentré donc nos efforts, et notamment sur Poujoula, sur une campagne télé. Donc il y a eu cet automne, et c'est la première fois dans l'histoire de Poujoula, une présence sur 5 semaines sur l'ensemble du groupe France Télévisions, donc qui nous a permis, sur la période, d'accroître, notamment on l'a vu sur nos sites web, de l'ordre de 40% le trafic. Donc, et nous avons généré énormément de leads, énormément de projets que nous avons pu céder à nos distributeurs, à nos installateurs. Donc ça, c'est un élément qui était extrêmement porteur et qui devrait produire des effets dans les semaines qui viennent. Pendant ce temps-là, l'ensemble de nos concurrents était complètement recroquevillé, faisait très peu de communication. Donc nous pensons effectivement que ce genre d'action va permettre, en tout cas à Poujoula, sur l'exercice qui va se terminer, mais également l'année prochaine, permettre de générer du projet et d'accroître notre part de marché. Au niveau de la partie industrielle, comme vous le savez, nous sommes dans une mutation qui s'opère, de décarbonation, de transformation écologique. On n'entend parler que de ça aujourd'hui, avec la volonté d'améliorer à la fois les performances énergétiques, améliorer la qualité de l'air. Donc nous avons accéléré le développement sur la branche industrielle de systèmes de récupération d'énergie et de filtration. Donc c'est des systèmes que nous proposons aujourd'hui en combinaison avec nos gaines et nos cheminées industrielles, à des industriels, à des réseaux de chaleur, à toute application de forte puissance. Et ce système permet de réduire les consommations jusqu'à 30% et d'abattre les émissions, quelle qu'en soit la nature, de 50 à 90%. Donc ça permet à beaucoup d'industriels d'être conformes aux normes, de baisser leur consommation, d'avoir un ROI rapide, parce que ce système est effectivement un retour sur investissement rapide, sachant que nous l'avons d'ores et déjà commercialisé en Hollande, en Suisse, au Danemark, et les premiers systèmes se vendent aujourd'hui en France. Voilà, donc ça c'est un point intéressant qui est amorcé cette année, mais qui va s'accélérer bien évidemment dans les mois et les années qui viennent. Avant de passer aux perspectives 2020-2021, voulez-vous passer une petite photo de l'investissement qui vient d'être réalisé. Donc Damien, peut-être vous pouvez rappeler le contexte et les caractéristiques de cet investissement. Oui, alors effectivement, il s'agit d'une unité de production de bois de chauffage qui est sans doute unique en Europe, voire dans le monde, puisqu'il s'agit d'un procédé innovant qui consiste évidemment à transformer du bois que vous voyez en bas d'image issu donc de forêts locales, bois qui est écorcé, fendu, découpé, séché dans un tunnel que vous pouvez voir à peu près au milieu de la photo, un tunnel dans lequel le bois circule pendant 5 jours pour atteindre une humidité qui le rend compatible avec le bon fonctionnement des appareils de chauffage au bois moderne. Et puis ensuite, évidemment, tout un process de conditionnement pour ensuite pouvoir partir vers les clients, grande distribution ou clients spécialisés. Cet investissement, donc à terme, représentera 25 millions d'euros, 40 emplois directs, 150 emplois indirects liés à l'amont de la filière principalement, mais également au transport. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc le camembert, qui est une zone de stockage tampon, fait 90 mètres de diamètre, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du projet. Et cette unité de production nous permettra à terme de doubler la production du groupe en matière de bois de chauffage. Frédéric, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, en fait, c'est effectivement un investissement très important pour nous. Donc il vient d'être mis en production. Hein, donc le mois de novembre marquait le démarrage. Nous travaillons à peu près sur premier mois d'activité sur à peu près un tiers de sa capacité. Il va monter en cadence rapidement, puisqu'à horizon 2 ans, il sera à pleine capacité. C'est vrai que c'est un outil
unique en Europe, qui est le fruit de l'expérience des 2 premiers sites que nous avons ouverts dans l'Indre et dans la Loire, qui nous ont permis de valider, je dirais, les technologies. Il est unique en son genre, disait Damien, parce qu'il n'y a pas d'équivalent au monde en taille, en capacité, et surtout, il sera capable de faire la capacité des 2 premières usines avec 3 fois moins de personnel. Donc on a là la quintessence en termes d'efficacité, de qualité, avec un produit qui est extrêmement performant, puisque globalement, il permet de diviser par 2 les consommations des appareils par rapport versus ce que vous trouvez sur le marché quand vous achetez un producteur lambda qui ne sèche pas en général les bois. Donc c'est un produit, encore une fois, unique en son genre, qui est en croissance de plus de 30% par an depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment l'exemple même d'un développement porteur, efficient, vertueux aussi, et qui répond aux enjeux de performance, de qualité de l'air. C'est un sujet qui parfois revient sur le bois énergie, mais effectivement, un appareil récent avec ce type de combustible ne génère quasiment plus de problématiques d'émissions. Donc c'est typiquement le type d'investissement industriel qui va permettre un développement économique, écologique et sociétal global dans les territoires, on le sait bien, qui sont aujourd'hui impactés. Voilà, en termes de perspectives 2020-2021, globalement, les 3 secteurs ont des sujets évidemment différents. Bon, pour ce qui est du conduit de cheminée, nous n'avons pas les problématiques effectivement du printemps où la plupart des chantiers est à l'arrêt. Là aujourd'hui, les chantiers fonctionnent, les réseaux de distribution sont ouverts. Nous pensons que l'activité devrait rester légèrement inférieure à celle du 2e semestre de l'année dernière. Donc ça veut dire que sur l'exercice complet, nous pensons rester légèrement en dessous de l'année dernière. Par contre, nous allons bénéficier de la pleine application des mesures qui ont été annoncées notamment dans le plan de relance, avec ce qu'ils appellent aujourd'hui la prime rénov', c'est-à-dire ce qui a remplacé le crédit d'impôt, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui soutiennent le remplacement des équipements anciens par des équipements nouveaux, mais également aussi par des spécificités que Pujula offre à ses clients aujourd'hui. D'abord, des produits qualitatifs, durables, des innovations qui permettent de faire des économies d'énergie. Et puis un point très important, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% des produits Pujula sont vendus en couleur. C'est assez nouveau, mais dans le passé, le conduit de cheminée était dans la hotte, on ne le voyait pas. C'était un produit technique. Donc on vendait surtout de la technique. Aujourd'hui, on vend bien sûr de la sécurité, on vend de la technique, on vend de la performance énergétique, mais on vend aussi de l'esthétique. Le poêle granulé, le poêle à bois est dans le salon, c'est un élément meublant. Le conduit est visible, donc il doit être beau, et on offre aux clients aujourd'hui la possibilité de l'avoir dans 200 couleurs différentes, d'avoir des accessoires de décoration, d'avoir des accessoires techniques d'optimisation, de pouvoir habiller son mur aussi avec des plaques de protection personnalisées. Donc on est de plus en plus dans la décoration, et ça c'est une grosse différence que nous offrons par rapport à nos collègues, à nos concurrents. Ça nous permet d'avoir un panier moyen plus élevé et de monter en gamme. Donc cette logique-là, nous la renforçons. Pour ce qui est de la cheminée industrielle, comme vous l'avez compris, effectivement c'est une branche qui va être impactée par le report de certaines décisions d'investissement liées au Covid. Actuellement, les industriels, évidemment, pour certains, accélèrent les investissements, pour d'autres ralentissent. Dans l'ensemble, on sait que les investissements vont baisser cette année, ça va évidemment nous impacter. Nous sommes dans une phase actuellement de transformation, notamment avec ces équipements de décarbonation et de filtration qu'on vous a présenté tout à l'heure, et effectivement de plus en plus d'actions dans le service. Nous avons nos branches services aujourd'hui qui font du démantèlement, de l'entretien, des expertises qui se développent et qui sont des axes intéressants pour nous, et puis le développement international, en s'appuyant notamment sur nos filiales étrangères. Pour ce qui est du bois énergie, là nous avons effectivement des perspectives qui sont favorables. Bon, il ne faut pas cacher qu'actuellement la concurrence est très forte sur le granulé de bois, puisque l'hiver passé a été plutôt chaud, donc il y avait du stock en fin de saison. Les consommations vont s'accélérer maintenant, il fait froid depuis quelques jours, le mois de novembre cette année a été plutôt chaud, donc nous subissons sur le granulé de bois une concurrence importante. Cependant, il faut regarder l'évolution du parc d'appareils qui lui progresse de 10, 15, 20% par an. Donc là, tendanciellement, la consommation de ce marché s'inscrit à la hausse, les besoins en qualité aussi, avec, comme je vous le montrais tout à l'heure sur l'usine
dont vous avez vu la photo, une accélération très très forte sur la partie bois-bûche, où là, la transformation du marché nécessite beaucoup plus de fournitures de combustibles de qualité. C'est pour ça que ça nous tire fortement. Voilà, donc développement par le parc, développement par la qualité et aussi à venir développement à l'international, puisque par rapport à l'usine qu'on vous avait montré tout à l'heure, nous sommes capables de cette usine d'exporter notamment en Belgique, en Suisse et en Allemagne, qui sont situés à moins de 2 heures de route. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir attaquer l'international. Voilà, donc globalement en perspective, si on compare l'année précédente que vous avez à droite, d'environ 242 millions de chiffre d'affaires, à l'exercice en cours, bon, ce que nous anticipons, c'est sur la partie conduite cheminée, une baisse de l'ordre de 5 à 8% en fonction de la fin de saison. Pour la partie cheminée industrielle, la même chose, c'est-à-dire que nous anticipons un petit deuxième semestre versus un bon premier semestre. Pour l'instant, nous sommes un petit peu au-dessus de ce que nous pensons, mais on reste prudent. Et sur la partie bois énergie, effectivement, une croissance qui est un peu plus faible que ce que nous anticipions il y a un an, mais compte tenu des conditions sanitaires, ce que je vous décrivais, nous serons un petit peu en dessous, mais une croissance de l'ordre de 10 à 15% de ce segment, notamment tiré par les nouveaux produits et le lancement de nouvelles usines. Voilà un peu pour vous donner des chiffres. Donc ça veut dire que nous pourrions être un peu en dessous ou proche de l'activité de l'exercice passé, donc ce qui est par rapport à beaucoup d'entreprises plutôt une forte performance. Je vais laisser à Damien le soin de vous parler un peu des perspectives au-delà du semestre qui est en cours, mais la vision que nous avons à horizon 2-3 ans. Oui, alors effectivement, dans cette perspective, dans ces perspectives et analyse de marché à l'horizon de 3 ans, il y a un élément clé qui vient structurer un peu tout ça, c'est le plan de relance du gouvernement, les 100 milliards d'euros qui ont été décidés d'injecter dans l'économie. Donc vous avez dans ce plan de relance 3 volets, un volet écologie, un volet compétitivité, un volet cohésion. Ici, je m'attarde sur les 2 premiers volets. Le volet écologie qui aura vocation à transformer la demande, que ce soit chez le particulier ou que ce soit chez les industriels, pour verdir les consommations énergétiques notamment. Puis vous avez le volet compétitivité qui vise, lui, à soutenir la production, le produire en France, le Made in France. Évidemment, ces 2 volets-là nous intéressent au premier chef. Le volet compétitivité parce que nous sommes industriels et que nous produisons en France, et le volet écologie parce que, évidemment, c'est la demande et nos clients qui auront un accompagnement particulier dans le cadre du plan de relance. Alors, l'accompagnement du volet écologie, c'est l'accompagnement des clients industriels. On l'a déjà un peu évoqué pour transformer leurs outils et leurs process, alimentés aujourd'hui majoritairement par des énergies carbonées et donc émettrices à la fois de polluants et de dioxyde de carbone. Donc il y a évidemment une enveloppe substantielle, plus d'1 milliard d'euros qui est dédié à la transformation de l'approvisionnement de ces industriels pour s'orienter par exemple vers de la biomasse. Donc passer du charbon ou du fioul aux énergies renouvelables comme la biomasse. Et donc ça implique évidemment des changements d'équipement, des changements de systèmes d'évacuation des produits de combustion, des systèmes de filtration et de décarbonation comme Frédéric l'a présenté tout à l'heure. Et puis le volet écologie, c'est aussi l'accompagnement des ménages et des particuliers. Donc Frédéric évoquait le système qu'on appelle MaPrimeRénov', qui va viser les particuliers et qui va les accompagner dans le changement de leur chaudière fioul, le changement de leur vieille chaudière gaz, et tout ça implique également évidemment des changements d'équipement et de conduite d'évacuation des produits de combustion. Et donc, c'est de l'activité pour notamment notre branche conduite cheminée. Concernant le volet compétitivité, la principale mesure incluse dans ce volet du plan de relance, c'est l'allègement en 2021 et 2020 des impôts de production, qui baisse, qui est très clairement fléché vers les actifs industriels et dont
bénéficiera le groupe. Et puis, à côté de la baisse des impôts de production, dans le cadre d'appel à projets, le plan de relance vise à soutenir par de la subvention directe des projets industriels matures et qui cochent des cases importantes en matière de politique publique, relocalisation industrielle, conversion de friches industrielles, développement d'activités liées autour de la transition écologique. Et à cet égard, le projet industriel qu'on vous a montré tout à l'heure en photo est lauréat d'un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du plan de relance, et un soutien de 800 000 € a été attribué au projet Bois Factory 70 dans le cadre d'une sélection qui a été effectuée par l'État, bien sûr, la préfecture de région et de département, et par la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vais passer la parole à Frédéric pour peut-être rentrer sur des détails en matière de perspective. Alors, on va rentrer un petit peu plus sur l'aspect produit et proposition, au-delà effectivement du cadre général qui évidemment nous amène à, comme vous l'aurez compris, à de très gros efforts en France et à l'étranger sur les sujets notamment de rénovation, d'amélioration de la performance, de diminution des émissions, vers nos 3 segments de marché. Donc sur la partie conduite cheminée, on est actuellement dans une phase importante, puisque vous avez à la fois toute la partie rénovation via la prime rénov, etc., qui se met en place. Sur la partie 9, la nouvelle réglementation thermique vient d'être validée dans sa forme. Elle s'appelle la RE 2020 et elle va structurer les choix techniques et sur la construction de logements, que ce soit du logement individuel ou collectif. Donc globalement, ce qui ressort de cette RE 2020, c'est la disparition annoncée du fossile sur la partie chauffage. Donc globalement, le gaz sera toujours possible sur le collectif encore pendant environ 5 ans. Mais par contre, sur l'individuel, dès l'application de la RE 2020, il ne sera plus possible d'installer a priori, bon, bien sûr on attend de voir les précisions, on ne pourra plus mettre de chaudière gaz dans des maisons neuves. À partir de cette date, il faudra aller vers des solutions renouvelables, puisqu'il y a une obligation de recours minimum aux énergies renouvelables. Donc on retrouvera des pompes à chaleur, du bois énergie, du solaire, de la géothermie, etc. Donc sur ces applications-là, nous avons différentes propositions, au-delà des conduites cheminées traditionnelles. Nous avons des propositions notamment dans l'habitat collectif, vous avez l'image qui est là, c'est puisqu'il faut intégrer dans le logement collectif des énergies renouvelables, vous pouvez être soit sur un réseau de chaleur, un réseau de biomasse urbain qui va alimenter vos chaudières, c'est le cas à Nantes notamment, où vous avez un réseau de chaleur important qui a été mis en place, mais vous pouvez avoir aussi des applications individuelles, et notamment le fait de mettre des ballons d'eau chaude, ce qu'on appelle des ballons d'eau chaude thermodynamiques. Donc ce sont des petites packs intégrées dans le ballon d'eau chaude qui permettent de chauffer l'eau avec de meilleures performances qu'un chauffe-eau traditionnel. Eh bien, nous avons créé un conduit. D'habitude, quand on dit pompe à chaleur, on dit il n'y a pas de conduite. Si, dans des applications collectives, il faudra bien une amenée d'air, une évacuation amenée d'air frais ou chaud et évacuation d'air frais ou chaud. Et donc, nous avons créé un conduit spécifique qui a d'ores et déjà été installé sur plusieurs centaines de logements et qui va se développer donc dans ces nouveaux logements soumis à la nouvelle réglementation thermique. Dans l'individuel, nous avons créé aussi des systèmes qui permettent de chauffer une maison quasiment intégralement avec un poêle à granulés de bois. Donc un poêle à granulés, c'est alimenté par des granulés qui lui donnent une autonomie. Et via un système d'échange sur le conduit et une ventilation, on arrive au-delà du salon où se trouve le poêle à granulés à chauffer les chambres, les pièces de nuit, via un réseau de distribution d'air chaud et de récupération. Donc ça, c'est un système nouveau, mais qui va s'adapter. Donc on pourra, dans le logement neuf, installer beaucoup de nos produits, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc pour nous, c'est plutôt une opportunité. Si on en vient maintenant à la rénovation, comme vous le disiez tout à l'heure Damien, on va bénéficier d'une accélération de la transition. Les montants, notamment du plan de relance lié à la rénovation, vont doubler, voire tripler les travaux à réaliser sur la rénovation des logements. Donc déjà un remplacement massif des anciennes chaudières gaz qui vont impliquer de fait un changement de conduit.
Donc là, on parle d'environ 5 à 7 millions de pièces à changer très rapidement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il se vend aujourd'hui à peu près 500 000 chaudières en France. Donc ça peut permettre d'accélérer fortement le marché. La disparition programmée du fioul, bon, ça avait déjà été annoncé par Édouard Philippe l'année dernière, mais nous avons aujourd'hui à peu près 4 millions de chaudières qui sont à remplacer dans les 10 ans, donc ça c'est un chiffre considérable. Certaines seront peut-être par des chaudières gaz, si le gaz est là, mais la plupart seront remplacées par des pompes à chaleur ou des chaudières à granulés. D'ailleurs, le marché de la chaudière à granulés a doublé en 2 ans et devrait encore doubler, voire tripler dans les 2-3 ans qui viennent, ce qui est très positif pour à la fois le conduit, mais également notre branche combustible. Le poêle à granulés continue de se développer. Il y a 10 ans, c'était rien du tout. Aujourd'hui, c'est déjà 1 million d'équipements installés. Donc ce parc va continuer à progresser. On remesure, et ça une reprise du poêle à bois qui était un petit peu mis en désuétude et qui est en train de revenir fortement. Je pense peut-être à la faveur du confinement, les gens s'équipent, comme cet été ils se sont équipés de piscine, mais là ils s'équipent d'équipements pour leur maison à l'intérieur. Et puis on a un marché de la chaufferie qui lui aussi va être stimulé par ce plan de relance. Donc au niveau rénovation, normalement, pour 2021, 22, 23, nous avons des perspectives relativement encourageantes en termes de changement de parc d'appareils. Enfin, pour la partie cheminée industrielle, donc là, nous le savons, on ne vous l'a pas caché, le deuxième semestre sera certainement un peu plus compliqué que le premier. Cependant, dans ce que vous avez décrit tout à l'heure, Damien, il y a un impact très important, notamment dans le cadre de France Relance. Il va amener une obligation de changer les équipements. Sortir du carboné, aller vers la biomasse, améliorer la performance énergétique des systèmes existants. Donc on a un certain nombre de facteurs qui, via l'innovation des nouveaux produits, tout ce qui va être amené par la décarbonation, va nous amener une accélération d'un certain nombre de travaux que nous voyons venir sur 21, 22, 23, voilà, qui vont permettre à la branche de retrouver de bonnes perspectives rapidement. Enfin, sur la partie bois énergie, là nous sommes sur un marché de masse, de grande consommation, donc avec un marché très important sur le bois bûche et très dynamique sur le granulé de bois. Sur le bois bûche, c'est un marché qui n'est pas en croissance en volume, il représente 35 millions de terres, nous allons en vendre cette année 200 000. Donc on peut dire 200 000 c'est déjà beaucoup, et à la fois c'est que 0,5% du marché existant. Ce marché il se transforme, montée en gamme des équipements, performance énergétique, besoin d'un combustible de qualité, donc là à la fois nous avons un parc qui se transforme et un besoin de service et de qualité. Donc nous sommes sur une croissance, en ce qui nous concerne, prévisible très forte sur ce segment, puisqu'encore une fois, si nous passons de 0,5% de part de marché à 5 ou 10% dans les quelques années qui viennent, ça veut dire qu'on multiplie par 10, 20 les ventes, donc c'est très très important. Au niveau du granulé de bois, là on est sur un marché qui est en croissance prévisible, puisque le parc de poêles et de chaudières continue de progresser à un rythme de 10 à 15% par an. Les soutiens publics sont présents, l'accélération du marché de la chaudière va être également très importante, parce qu'une chaudière consomme en général 5 à 6 fois plus qu'un poêle à granulés, donc plus il y aura de chaudière, plus le marché va s'accélérer. Donc nous sommes très bien positionnés avec nos deux marques, la marque Woodstock étant la marque de grande distribution, donc c'est celle qu'on va retrouver en grande surface de bricolage, en libre service agricole, en grande surface alimentaire, c'est la marque leader et la plus connue, ou Crépito qui est notre marque distributeurs spécialisés, donc là ce sont des marchands de bois, des fuelistes, des gens qui livrent en fait, le produit à domicile. Donc nous avons ces deux approches, ce qui nous permet d'avoir une couverture globale du marché du combustible. Donc là sur ce segment-là, nous avons une prévision positive, soit par le parc d'appareils sur le granulé, soit par la transformation du marché bois bûche, qui est aujourd'hui le plus important en volume. Je laisse Damien peut-être revenir sur la dimension extra-financière au-delà des chiffres qu'on vous a présentés pour vous présenter un peu notre engagement vis-à-vis de la RSE et notamment tout ce qui est développement durable. J'aborde des questions qui commencent à être nombreuses. Très bien. Alors, on n'est pas très loin d'avoir terminé d'ailleurs. Un mot rapide sur la déclaration de performance extra-financière. Donc, c'est une obligation qui évidemment nous incombe et qui est une démarche qui nous permet de structurer très clairement notre RSE
Donc nous avons publié la deuxième édition, enfin, deuxième déclaration de performance extra-financière établie évidemment sur l'exercice clos. Vous y retrouverez donc 4 piliers, le pilier social, le pilier environnemental, le pilier sociétal et le pilier digital, qui ont été identifiés comme de première importance. Vis-à-vis de ces 4 piliers, donc, nous avons 11 engagements pris, 11 engagements suivis par des indicateurs clés de performance, et sur l'ensemble de ces engagements, nous avons un taux de couverture des indicateurs qui est de 79%. Alors, ces engagements autour des 4 piliers sont des engagements qui vont permettre de mesurer la sécurité au travail, de développer les compétences et les savoir-faire, d'informer sur les accords collectifs et de lutter contre les discriminations. Ça, c'est le pilier social. Sur le pilier environnemental, évidemment, nous sommes un équipementier de l'énergie, donc il était évident qu'il était important de s'interroger sur nos propres consommations. Donc, nous faisons un suivi de nos consommations d'énergie, un suivi du verdissement de ces consommations, et évidemment un suivi également de notre empreinte carbone plus largement. Enfin, on a aussi le volet réduction de l'empreinte environnementale liée aux déchets, et c'est un indicateur qu'on suit très précisément, le taux de valorisation de nos déchets, qui s'établit sur l'exercice passé à 93%. Enfin, le pilier sociétal est aussi également important. C'est le développement des valeurs de l'entreprise à travers le sponsoring sportif et le mécénat culturel. C'est le développement d'une démarche dite consumériste qui vise à intégrer la vision du grand public par rapport à nos produits et à traduire ça par une culture d'entreprise qui est plus proche du besoin consommateur. Et enfin, ce sont des indicateurs autour des achats responsables, et notamment des achats de matières premières bois, avec une attention toute particulière sur l'approvisionnement auprès de forêts gérées durablement. Enfin, on a un pilier transversal qui est le pilier de la digitalisation. Frédéric l'a évoqué, avec cet épisode Covid et ce confinement, il y a sans doute une accélération, bon, qui était engagée, hein, du client final vers le numérique, vers le e-commerce. Mais la digitalisation, c'est à la fois les commandes, mais c'est aussi l'intégration de la logique digitale très en amont des chaînes de décision dans l'entreprise. Donc, on vous présentera rapidement nos actions en termes de digitalisation. Dans l'ensemble, cette DPEF structure un projet d'entreprise qui s'appelle Relations positives et qui nous permet en fait d'engager l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes, partenaires et clients autour justement de ces objectifs développement durable, d'imprégner la culture d'entreprise autour de ces objectifs et de communiquer positivement auprès de nos parties prenantes sur ces résultats et sur nos objectifs en la matière. Je vais laisser la parole à Frédéric pour faire peut-être un zoom particulier sur la digitalisation. Oui, alors on va aller rapidement parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on traite aujourd'hui en prioritaire. Vous avez plusieurs dizaines de personnes au sein du groupe qui travaillent sur ce sujet. Donc la digitalisation, elle traverse toute l'entreprise. Évidemment, sur toute la partie back-office, ça nécessite une réadaptation de l'ensemble des outils de gestion sur lesquels nous travaillons, mais sur la partie visible, front office comme on dit, visible de l'extérieur, on travaille sur beaucoup de sujets, donc les ventes en ligne, donc on fait déjà de l'e-commerce, on fait de l'e-commande avec nos clients, on travaille sur tous les sujets d'amélioration de relations, donc des espaces dédiés aux clients professionnels, des configurateurs, de la génération de business aussi, et ça c'est très important, c'est-à-dire profiter de ces centaines de milliers de personnes qu'on accueille tous les mois dans nos sites. Et c'est très important. Enfin, nous, depuis 10 ans, en tout cas sur Internet, on a largement développé. Et à titre d'exemple, par exemple, Poujoula, sur le mois de
de novembre a reçu 200 000 personnes sur son site en France, donc ça génère derrière des dizaines de milliers de liens vers nos distributeurs, des leads, des projets, etc. Enfin, c'est devenu aujourd'hui un outil d'animation extrêmement important. Donc voilà, cette digitalisation est en train de se développer, d'avancer, avec comme corollaire de plus en plus de commerce électronique, de commandes en ligne, d'actions qui vont pouvoir s'automatiser. Donc, en tout cas, sachez que sur ce sujet-là, on est vraiment aux avant-postes. Pour terminer, en conclusion, je pense que ce qu'il faut faire ressortir de cette présentation, c'est qu'effectivement, le groupe Pujula a un très gros potentiel de développement. D'abord, 3 métiers différents, diversifiés, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses concurrents, tous tournés vers le développement des énergies renouvelables et de la décarbonation. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet actuel, avec des solutions qui sont originales, qualitatives, personnalisées, et l'avantage d'avoir des marques fortes. Et on sait que l'asset marque aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important. Quand on est dans des périodes de troublées difficiles, on se tourne vers les valeurs sûres. Et aujourd'hui, Pujula, on vient de faire une enquête d'ailleurs qualité une enquête de satisfaction auprès de nos distributeurs, installateurs. On n'est pas parfait partout, ça c'est très clair, mais sur le sujet fiabilité, qualité, confiance, Pujula est à près de 100%. Donc c'est un vrai point de reconnaissance en tout cas de la marque. On est bien placé pour bénéficier de la reprise des marchés, ça c'est très clair. On va pouvoir progresser fortement dans les années qui viennent sans investir autant. C'est vrai qu'on a beaucoup investi sur les derniers exercices et on va pouvoir progresser plus avec un niveau d'investissement raisonnable, ce qui va nous permettre de retrouver plus de rentabilité et de diminuer notre ratio endettement long terme sur fonds propres que nous suivons avec beaucoup d'attention. Donc dans les 3 ans à venir, on va aussi se concentrer sur l'amélioration de notre performance opérationnelle. Donc d'une certaine façon, on va pouvoir récolter aujourd'hui les fruits de tous les investissements que nous avons réalisés sur les 5 dernières années. Voilà, en résumé, les messages qu'on voulait vous passer. Eh bien, merci beaucoup, messieurs Maton et Coirier. On a quelques questions, effectivement. D'ailleurs, je vais rebondir sur la dernière slide. Pouvez-vous communiquer sur vos objectifs de marge d'EBITDA, s'il vous plaît? Alors, sur l'exercice en cours, évidemment, c'est un peu compliqué. Vous comprenez bien, compte tenu du contexte et d'énormément d'éléments non récurrents, on va dire. Qu'il s'agisse de bons ou de mauvais éléments, il y a quand même à la fois des activités qui sont perturbées, du chômage partiel, des choses qui font qu'il y a des plus et des moins. Globalement, on devrait, sur l'exercice en cours, nous pensons ne pas avoir un impact trop important sur nos performances et sur nos chiffres. Donc on pourrait peut-être retrouver cette année des chiffres relativement comparables à ceux de l'exercice précédent. Donc ça, c'est déjà important. Sur les exercices à venir, qui va avoir un impact très significatif. Bien sûr, on va améliorer la performance de nos 2 segments métal, c'est-à-dire conduite cheminée et cheminée industrielle, mais on va avoir une contribution qui va fortement progresser côté combustible. Donc je dirais le volume de marge sur les exercices à venir, oui, va progresser fortement. Alors vous donnez aujourd'hui précisément des pourcentages, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il est certain que sur les 3-4 années qui viennent, les résultats attendus vont fortement progresser. Très bien. Alors, j'ai une autre question concernant la production de granulés. Avez-vous le projet de créer une unité de production propre ou souhaitez-vous continuer à privilégier la sous-traitance? On va continuer à utiliser la sous-traitance, mais ce n'est pas une sous-traitance entre guillemets client-fournisseur. On est vraiment sur des partenariats très forts avec les industriels. La plupart d'ailleurs travaillent avec nous depuis plus de 10 ans. Donc c'est extrêmement intégré. On est extrêmement liés en tout cas dans notre fonctionnement. Est-ce qu'on va investir dans des outils? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sur un projet en cours, mais c'est tout à fait possible dès lors que ça participe à la sécurisation de notre fourniture future, sachant qu'aujourd'hui, à 3 ans, nous avons d'ores et déjà ce qu'il nous faut. On est relativement serein sur l'approvisionnement pour les 3 ans qui viennent. D'accord. Pour répondre également, nous avons également, pour compléter le dispositif que nous avons en France, développé un terminal
d'importation qui se situe à Dunkerque et qui nous permet, en cas de besoin, de compléter les volumes produits en France, de volumes produits en Europe dans d'autres usines avec lesquelles nous commerçons et qui nous permettent, s'il le faut, d'avoir une capacité supplémentaire pour notamment traiter le nord de la France où il y a peu d'outils de production aujourd'hui, il y a peu d'usines de granulés puisqu'il y a peu de bois, dans le nord de la France. Très bien, merci. Autre question dans la branche cheminée industrielle, au niveau de la récupération de la chaleur fatale, où en est votre produit Terra aux Sèves et avez-vous déposé des dossiers d'appel à projet de l'ADEME? Alors, le produit, il est, comme on a dit, il a été commercialisé récemment. Nous avons aujourd'hui 5 installations qui ont été réalisées sur les 18 derniers mois. Donc, les prospections sont en cours, se développent. Il est éligible à plusieurs dispositifs. Il est éligible au fonds chaleur pour des applications classiques, que ce soit sur des réseaux de chaleur et autres, et il est effectivement intégré dans les programmes de décarbonation. Donc c'est le client qui dépose le projet, c'est pas nous qui les déposons à sa place. Donc quand un industriel a un projet de modification de son process ou d'un investissement, c'est lui qui dépose en intégrant à l'intérieur les équipements. Donc oui, il y a aujourd'hui beaucoup de projets en cours. Sur le volet décarbonation, c'est tout à fait récent. Les dispositifs n'ont été explicités qu'il y a que quelques jours, quelques semaines. Donc nous allons évidemment voir dans les semaines qui viennent des projets intégrant typiquement ce type d'équipement. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Laure? On ne répond pas, donc on va dire oui. Qu'est-ce qui différencie Poujoula de ses concurrents cotés CO2 et Cogra? EO2 peut-être. EO2, pardon. Voilà, EO2. Alors, d'abord, Cogra et EO2 sont des producteurs de granulés uniquement. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés sur le granulé en tant que tel. Ce sont deux acteurs sérieux, ce sont des concurrents avec lesquels, évidemment, nous nous battons tous les jours sur le terrain, qui font des produits de qualité, mais ce sont des concurrents régionaux. C'est des entreprises qui vendent principalement dans la zone de chalandise, autour de leur site de production. Ce ne sont pas des marques nationales, ils n'ont pas d'approche gamme de produits, comme nous l'avons. Encore une fois, ce sont des entreprises tout à fait sérieuses, donc il n'y a pas de critique ni de. Mais la grosse différence que nous avons avec eux, d'abord, on est 4 fois plus gros qu'eux. Deuxièmement, la gamme de produits ne l'ont pas. Ils ont une approche régionale, alors que nous avons une approche nationale, voire demain nationale. Et donc, je pense que c'est ça qui nous différencie considérablement. Après, encore comme je vous disais, c'est des gens qui font des produits de qualité, donc il n'y a pas de. Sur le produit en tant que tel, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est plus dans la stratégie, le développement, le fait d'avoir une marque nationale, le fait d'avoir une gamme complète, d'avoir une logistique, d'avoir aussi du e-commerce, c'est quelque chose qui nous différencie fondamentalement de ces acteurs qui aujourd'hui sont plus des acteurs, encore une fois, de taille plus modeste et plus régionaux. Très bien. Une dernière question, si vous voulez bien. Alors, l'action Poujoula est très illiquide et il est difficile d'intervenir dessus. Avez-vous le projet de demander une cotation en continu et envisagez-vous de prendre des initiatives afin d'augmenter le flottant? Alors, sur l'augmentation du flottant, à ce stade, il n'est pas prévu en tout cas que la famille cède des titres. Donc ça, c'est pas à court terme, c'est pas envisagé. Pour ce qui est je dirais de la liquidité du titre, on observe quand même depuis quelques jours un petit peu plus de mouvements, plus réguliers. Il y a un contrat de liquidité qui est en place, donc qui permet d'assurer, si nécessaire, un peu plus de liquidité également. Effectivement, il n'y a pas de cotation aujourd'hui en continu. C'est possible que les choses évoluent, mais en tout cas, sur les dernières 2-3 semaines, on voit qu'il est possible quand même de pouvoir à la fois acheter, vendre du titre. Les volumes sont quand même globalement modestes, bien entendu, mais toujours en progression. Et le titre, on le voit depuis un mois, a progressé de l'ordre de 20%. Donc la dynamique, en tout cas, du groupe, l'évolution des perspectives, et je pense que l'intégration aussi de toute la partie biomasse est mieux comprise et mieux valorisée. Donc
je pense que sur les semaines qui viennent, il y a de vraies opportunités, en tout cas pour les personnes qui souhaitent investir, peut-être céder, mais en tout cas, on l'espère surtout investir, et s'inscrire dans une certaine forme de durée, parce qu'effectivement, tous ces investissements vont payer, mais en tout cas, je pense que l'actionnaire qui aujourd'hui veut se projeter à quelques années peut regarder le titre avec beaucoup d'attention. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation très complète du groupe Pujula. Et je remercie également tous les participants de s'être connectés. Je ne sais pas, Laure, si tu veux ajouter quelque chose. Merci à tous, vraiment, c'était très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettrons postérieures. Prochaine webconférence jeudi, jeudi sur les Mid Small Cap. Voilà, merci vraiment du temps que vous nous avez consacré. Vous nous avez consacré, Monsieur Maton et Monsieur Poirier. Merci de votre attention, en tout cas. Merci. Oui. Et à très, très bientôt. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.